Bonjour. Je vais donc vous lire un extrait de Sproum, ce livre que j'ai publié aux éditions Actes Sud il y a maintenant quelques années, dont il existe pour une partie, pour un extrait, une traduction en allemand, mais aussi par amour et par respect de votre langue. Je crois qu'il est mieux que je lise en français qu'en allemand. Je pourrais vous faire sourire, mais ce n'est peut-être pas l'objet de cet entretien. Il s'agit dans cet extrait d'évoquer un endroit qui m'est cher à Berlin, avons vécu un temps avec nos enfants et où je conserve mon bureau. Il s'agit de Corbusier House, dans le Westen, juste à côté de l'Olympiastadion. Et peut-être verrez-vous une ironie pour un auteur français qui, depuis maintenant plus d'un an, n'a pas pu retourner à Berlin, d'avoir son bureau à 1700 kilomètres de chez lui, ce qui évite les tentations et ce qui évite évidemment de travailler dans les conditions que l'on aime, c'est-à-dire dans l'atmosphère très particulière de ce lieu que je vous décris un peu dans ces lignes. Mais reprenons, là où je me suis laissé, à Corbusier House, la ruche transatlantique aux milliers de loges qui dérivent immobiles sur la forêt alentour, austère ou multicolore selon l'angle sous lequel elle est vue, toute du béton brutal dont je fais mon miel, en faux bourdon profiteur. Rabotée dans son utopie par le commanditaire, elle n'est pas celle que le Corbusier la voulait, mais le génie du vieux fait malgré tout et toujours le génie du lieu. J'y ai logé des personnages, les Thurides et Matthias Donnecker 21, ou le parasite français du Japon comme ma poche, qui en gros s'en sont bien trouvés, et j'y perche avec bonheur, amusement, encore avec surprise en dépit des années. Nombre de ceux qui l'ont en partage ne se voient en déménager que les pieds devant sur un chariot à roulettes, après avoir silencieusement glissé sur l'infini de lino gris cendre d'une des rues intérieures, sous le gris ciel des plaques d'éternite et les rayures blafardes des néons d'époque, après avoir pris une ultime fois un des trois gros ascenseurs d'acier qui cadencent des courants d'air dignes d'une forteresse médiévale, après avoir légèrement tressauté durant la traversée du foyer, vaste hall dallé d'une pierre noire inégale, l'écluse entre modernité quinquagénaire et désuétude du cimetière, dont les doubles portes vitrées se refermeront seules derrière les croque-morts, translucides rideaux automatiquement tirés sur une existence évanouie, et qui tout aussi automatiquement se rouvriront pour livrer passage au bric-à-brac dont des héritiers seront pressés de se défaire un jeudi, jour de Spermoul, quand dégagent les encombrants. De fait, on meurt énormément à Corbusier House. La population d'origine, majoritairement composée de vieilles veuves voyant ses rangs allègrement se dégarnir, et une cosmopolite abondance d'arrivants redessiner la mosaïque sociale de l'endroit. À l'époque où je recherchais un espace d'écriture qui fût aussi l'atelier de ma passion peinturlurante, et jetais mon dévolu sur la bâtisse assoupie, je surpris beaucoup Marie, ma femme, qui, sans davantage me soupçonner de vouloir m'offrir une garçonnière que de virer à la gérontophilie, fut frappée par la pléthore des dadams bancroches à chiens trembloteurs dans des housses tricotées, la profusion de déambulateurs et l'atmosphère d'hôpital d'une unité d'habitation type Berlin, dont certains étages semblaient carrément abriter des unités de soins palliatifs, où parfois, nous l'apprîmes,
des défunts restèrent longtemps comptés au nombre des vivants, avant qu'on ne forçât leurs portes et l'intimité de leur pourrissoir impromptu, passagers clandestins d'un conteneur abîmé dans les brouillards du Brandebourg. J'éteignis. Éteindre la lampe de mon bureau, un buste livide de mannequin, mâle et musculeux, coiffé d'un comique abat-jour 60s et néanmoins d'un réalisme inquiétant, aux mains articulées et tenues ouvertes, au bout de bras tendus vers moi avec une telle détermination que je ne sais me défaire d'une peur, mais ne relèverait-elle pas, à contrario, d'un latent désir homosexuel, d'être étreint et broyé, comme l'Alphonse de Mérimée par sa Vénus d'île, et laisser à la pénombre quelques secondes pour s'affermir. C'est l'assurance d'être ébloui par le panorama, ce dont je jouis quotidiennement, à l'instar du parasite français qui, depuis la façade orientale de Corbusier House, s'émeut ainsi de Berlin. Forme vague à l'aspect écrasé, dont je ne distinguais plus le bonnet de pollution rosâtre qu'elle coiffe au crépuscule, ni d'ailleurs, à cause de la brume, la Fernsehturm piquée sur l'Alexanderplatz comme une épingle à tête rouge sur un plan de ville. Mais j'avais là, quasi à portée de main, creuse et gracieuse, ma chère vieille Funkturm, d'acier, nimbée, de lumière verte, la flèche de néon vermillon d'Innova. Et, chose extraordinaire, chose somptueuse, chose rousse, rousse à faire peur aux voyageurs en partance qui n'y verraient que feu mourant ou sang caillé, le disque monstrueux d'une lune pleine de bosses et de fosses, dont la circonférence tremblée semblait attester une origine humaine, tel un orbe d'ocre brun sur une paroi rocheuse, aggravant l'émoi de qui l'admirait. J'admirais. Je ne sais plus ce qu'il en était de la lune ce soir-là, si le ciel était sec et laissait la ville brasiller comme une Tokyo provinciale, si la Funkturm était verte ou bleue ou de son orangé favori, je sais seulement que, forcément, j'admirais et pointais ma pensée vers le quartier où j'allais rejoindre Marie et notre dernier, qui n'est plus un petit dernier, et encore moins depuis le départ de ses aînés. J'aime tant cette immensité composite que certaines fois, je grille une dernière cigarette sur le balcon, le temps de voir se croiser dans la courbe de la S-Bahn deux vers luisants qui geignent sur leurs rails, l'un en direction de Spandau, l'autre d'Otskreuz et au-delà.